Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission, le choc des idées, chaque dimanche de 11h à midi. Chaque dimanche à 11h, on va donner la parole à une voix libre, une voix qui porte, une voix qui n'a pas peur de déranger, notamment par ses idées. On va interroger cet invité que je vais bientôt vous présenter avec mes deux acolytes. Vous les retrouverez aussi tous les dimanches. Les acolytes du choc des idées qui sont Arthur de Vatrigan. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur du magazine L'Incorrect. Nous sommes également en compagnie d'une voix que vous connaissez bien sur Sud Radio, Stéphane Simon. Bonjour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et welcome back si j'ose dire. Alors on vous présente plus producteur, animateur, essayiste notamment. On continuera à parler de vos actualités. Tout petit essayiste par rapport à notre invité du jour. Justement, c'est pour ça qu'on le reçoit. Avec vous, nous interrogeons donc cette voix dont je vous parlais, une voix qui nous annonçait un divorce avant tout le monde, un divorce entre deux Occidents. C'est le titre du livre de notre invité Mathieu Bock-Côté, publié aux presses de la Cité. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Ce livre, vous l'avez publié à l'automne. Bon, entre-temps, il s'est passé les tensions entre l'Europe et les États-Unis, notamment autour du Groenland. Vous aviez raison avant tout le monde ? Je pense qu'en fait, il était facile de voir ce qui se dessinait. Et ce que je constate, c'est que ce choc, en fait, ce divorce se radicalisera et nous ne sommes pas au seuil de la réconciliation. Oui, exactement. Il y a une dorsale océanique au milieu de l'Atlantique. Les deux plaques se séparent et s'éloignent l'une de l'autre. On va en parler, vous l'avez dit. Mais avant de rentrer dans le détail de cet ouvrage, place à une carte blanche. Cette carte blanche est celle de Stéphane Simon. Stéphane, vous revenez sur une des grosses actualités de la semaine. Tiens, un projet qui n'aurait pu voir le jour pour le coup qu'en Europe et même en France. Et ça m'intéresse d'avoir la réaction de Mathieu Bock-Côté là-dessus. Les députés ont adopté mardi dernier une proposition de loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une mesure qui vise à protéger ce qu'on va appeler la santé mentale des adolescents, qui est soutenue par le gouvernement et qui est soutenue évidemment par le président. Une loi qui a été votée à grand renfort de publicité. C'est amusant de noter que ça intervient à un moment où l'appareil législatif est totalement bloqué sur l'essentiel, où l'État n'arrive plus à se réformer, mais le président de la République, lui, montre à quel point il est attaché à cette réforme qui marque son second quinquennat. Il a tenu à saluer une étape majeure parce que, je cite, le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre ni aux plateformes américaines ni aux réseaux chinois. Alors, au moment où de nombreux rapports alertent sur les difficultés de transmission, sur le fait que désormais à l'école, les élèves arrivent péniblement à lire, écrire et compter, on se dit que le gouvernement se perd dans des mesures un peu gadget, d'autant plus que cette loi pose deux problèmes importants, celui de la responsabilité des parents. N'est-ce pas à eux seulement de savoir s'il faut fournir un téléphone aux enfants ou aux jeunes adolescents et regarder, surveiller ce qu'ils font de ce téléphone. Mais n'oubliez jamais, plus un État est amené à légiférer sur le quotidien, plus il se mêle en gros de ce qui ne le regarde pas, ce qu'il y a dans votre assiette, de la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous équipez. Plus, en fait, l'État sort de ses attributions régaliennes et plus l'État devient obèse et proche de ce que nous pouvons reprocher, notamment à des États totalitaires. Et enfin, comment ne pas craindre cet État qui prend la liberté de contrôler le téléphone de chacun ? Il faut redouter une surveillance sociale généralisée. Faut-il, parce que des parents défaillants ne gèrent pas assez leurs enfants, imposer ainsi à tous le droit de regard de l'État sur l'utilisation de nos téléphones, sans compter la manière et les difficultés pour organiser cette police. Alors avant d'applaudir à demain cette loi qui tiendrait à l'abri les enfants de Snapchat et de TikTok, méfiez-vous de l'État qui vous infantilise et joue la nounou. N'est-ce pas, Mathieu Bock-Côté ? Mais je suis absolument d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je pense que sous le prétexte en ce moment, c'est la protection des enfants, la protection de l'enfance. Dans les faits, ce prétexte dévoile une intention plus large. C'est une société de surveillance. C'est la société du permis de citoyenneté numérique, une forme nouvelle du pass sanitaire post-Covid. Il y a cette idée finalement que pour participer à l'espace public, il faudra désormais s'afficher de cette manière en affichant ses papiers d'identité sur les plateformes et ainsi de suite. Je pense que c'est assez grave, d'autant que le régime diversitaire, comme je l'appelle, l'extrême centre, ce qu'ils appellent l'état de droit aujourd'hui, est convaincu qu'il est fragilisé. Pourquoi ? Parce que les masses se seraient constituées politiquement sur le mode numérique. La révolte a pris
a pris forme sur les réseaux sociaux. Et dès lors, on croit qu'en fermant les réseaux sociaux, on sera capable de restaurer l'autorité, l'hégémonie de la classe dominante. Je pense que autant les réseaux sociaux sont catastrophiques, et j'en doute pas nécessairement sur le plan psychique, de la mentalité, il y a un effet destructeur sans le moindre doute, mais la régulation par l'État me semble très inquiétante. De ce point de vue, dans une société où les lois sur la haine se sont multipliées, les lois sur la désinformation et tout ça, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un contre-pouvoir qui permet justement à te faire vivre une pensée libre à l'extérieur des paramètres fixés par l'espace public officiel. Mais comment on sauve dans ce cas-là les enfants de moins de 15 ans qui, eux, sont pas concernés par ces luttes de pouvoir et qui tombent parfois sur des insanités totales sur les réseaux sociaux? Alors, Stéphane Simon a rappelé un truc bizarre qui appartient au monde d'hier qui s'appelle les parents. C'est-à-dire les parents de responsabilité première. Ensuite, que l'école bannisse complètement les réseaux sociaux, la technologie, ainsi de suite. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai une conception très classique de l'école. Une fois, donc, la régulation dans une société ne passe pas que par le droit, elle passe par les mœurs, elle passe par la culture, elle passe par les mentalités. Et de ce point de vue, peut-être est-ce simplement parce que je ne fais pas confiance à la classe dirigeante aujourd'hui, on nous fait le coup de la... Rappelez-vous, je dois vous donner un exemple. Au moment du débat sur la pornographie, est-ce qu'on devait s'afficher pour consulter des sites porno? Moi, j'avais dit un instant, on peut ne pas être particulièrement fan de porno et s'opposer à cette raison pour une raison simple, c'est qu'on nous présente l'argument porno pour ensuite nous conduire au passeport numérique. Et bien, je crois que c'est la même chose en ce moment sur la santé. Le régime cherche depuis longtemps à reprendre le contrôle des réseaux sociaux. Il a cru trouver l'argument nécessaire par la question de la protection de l'enfance, tout comme on nous explique qu'il faut bannir l'argent liquide au nom de la lutte contre le blanchiment d'argent, tout comme on nous explique qu'on se donne le droit de surveiller ce qui se passe dans les maisons au nom de la lutte contre les propos haineux. On commence à être habitué. Vous avez peur d'être pisté partout, Arthur de Vatrigan? Je ne partage pas votre avis du tout. Les réseaux sociaux sont une horreur. Toutes les études le prouvent pour les enfants, évidemment les adolescents. Moi, je milite depuis un certain temps pour l'interdiction des réseaux sociaux, mais aussi des smartphones, et pas à 15 ans, mais pour tous les mineurs, comme on a interdit l'alcool et le tabac. Alors, il y a une réalité, et la politique doit s'appuyer sur une réalité. La réalité, c'est que la majorité des parents, des jeunes parents, sont contre et savent que c'est pas bien. Sauf qu'ils ont abandonné, pour plein de raisons. Sapage de l'autorité, peur des conflits, mais une autre raison plus pernicieuse, c'est que si vous interdisez un smartphone ou les réseaux sociaux à votre enfant, il est exclu socialement. Parce qu'aujourd'hui, les échanges entre enfants, des adolescents, se font plus par SMS, plus sur WhatsApp, mais se font sur Instagram. Ça, c'est une raison. Et ça concerne la majorité. Le politique, c'est protéger le plus faible. Le plus faible, majoritairement, est en danger. Et c'est pas une loi de cas particulier, c'est une loi générale. Alors, si j'étais machiavélique, moi qui ne file pas de réseaux sociaux à mes enfants, je me dirais, continuez, parce que vous allez devenir des génies pour pas cher, ça va me faire plaisir. Je sais qu'il y a une tentation de contrôle chez l'homme, je sais tout ça. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a rien de factuel qui prouve qu'il va y avoir une tentation. Le problème, c'est la confiance. Mathieu Bocoté l'a dit. Il y a une rupture de confiance entre le politique et les citoyens. Donc, quoi que fasse le politique, les citoyens n'y croiront pas. Et ça passera pas. Est-ce que les arguments qu'il vient de développer font d'Arthur de Vatrigan un extrême centriste? Non, je pense pas. La question de savoir où se situe le discours, moi, c'est la critique culturelle des réseaux sociaux ou sociologiques me semble fondamentale. Et je pense qu'on a tout avantage à s'en détacher dans nos propres vies, et pas que les enfants, les adultes aussi d'ailleurs. La consultation nocturne du iPhone est quand même un truc un peu bizarre. Une fois que c'est dit, je pense que l'État, et c'est peut-être mon désaccord avec Arthur, je pense que l'État affiche tout à fait de manière décomplexée sa volonté de contrôle. Quand Mme Chapaz, je crois, j'espère ne pas massacrer son nom, dit l'an passé qu'il faut bannir des réseaux les fausses opinions. Avant de se corriger ensuite, mais moi, je crois qu'elle est sincère lorsqu'elle dit les fausses opinions. La volonté de contrôler les réseaux, c'est d'abord fondé sur une base politique. C'est le traumatisme 2015, en fait, c'est le Brexit plus Trump. Il y a une forme de traumatisme fort. On se dit, l'insurrection passe par là aujourd'hui, il faut les mater. Mais puisqu'on ne veut pas dire aux gens, on veut vous interdire de vous exprimer publiquement, parce que lorsque vous parlez, ça crée un effet de coagulation des opinions, ça fait une foule qui nous conteste, on préfère dire qu'on veut protéger les enfants, ça semble plus convaincant. Cacher ces réseaux qu'on ne saurait voir. Arthur de Vatrigan, justement, cette mesure, elle aurait pu naître en France, c'est ce qui est en train de se passer, mais plus difficilement aux États-Unis. On va rentrer dans le détail du livre de notre invité Mathieu Bock-Côté, Les deux Occidents, je le rappelle, publié aux Presses de la Cité.
Alors, vous l'avez tous remarqué, Mathieu Bock-Côté a un léger accent, un peu québécois, et c'est un Québécois exilé en France, et qui est passionné par la vie politique occidentale, et surtout bougrement érudit, et justement, son identité associée à son premier métier, sociologue, il faut le rappeler, fait de lui sûrement l'analyste le plus sûr pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Parce qu'il connaît parfaitement le nouveau monde, et l'ancien monde, parce qu'il maîtrise les 50 nuances de la droite française et américaine, et parce qu'il voit souvent avec un coup d'avance, évidemment, ce qu'il va se passer, même si parfois il lui arrive de se tromper. Et que nous dit-il depuis des années ? Il y a une ingénierie progressiste à l'œuvre en Occident. Les peuples grondent, l'oligarchie vers son soviet du XXIe siècle panique, et donc les libertés se réduisent à peau de chagrin, et la nomenclatura surveille. Alors si les goulags n'ont pas été remis au goût du jour, la dérive totalitaire s'en passe très bien, c'était l'objet de son précédent essai, le totalitarisme sans le goulag. Alors ça se passe comment ? Le cercle de la raison expulse tous les opposants de l'autre côté de la frontière de la légitimité, ce qui fait quand même un sacré paquet de monde. Et s'ils grognent un peu trop, on les assèche financièrement et socialement. Mais voilà, il y a un drôle de caillou qui s'est glissé dans la chaussure, et ce caillou, il s'appelle Trump. C'est ce que nous explique Mathieu. Alors précisons tout de suite, Mathieu Bock-Côté n'est pas un Trumpolâtre. En effet, c'est difficile de l'être quand on est son voisin. Mathieu Bock-Côté est québécois, donc forcément, c'est compliqué d'être complètement Trumpolâtre. En revanche, dans ce nouvel essai, il analyse méticuleusement les causes profondes de sa seconde élection, et la vague aux allures de contre-révolution qui traverse l'Atlantique. Et alors, qu'est-ce qui se passe en Europe ? On dresse un nouveau mur qui sépare l'Est et l'Ouest, sauf que les libertés sont inversées, selon Mathieu, et ce mur-là, qui revêt les habits de l'état de droit, est suffisamment troué par endroits pour laisser passer une submersion migratoire. C'est un mur pour lutter contre Trump. Et Trump, le trumpisme, incarne, selon Mathieu Bock-Côté, un césarisme démocratique. Est-ce qu'on a raison de bâtir un mur contre un nouveau César ? Vous allez répondre dans quelques instants quand on retraversera l'Atlantique. Restez avec nous dans le choc des idées sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi en compagnie d'Arthur de Vatrigan, que vous entendiez à l'instant, de Stéphane Simon et de notre invité Mathieu Bock-Côté. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. De retour sur Sud Radio dans le choc des idées en compagnie de Stéphane Simon, d'Arthur de Vatrigan et de notre invité Mathieu Bock-Côté qui publie Les deux Occidents aux presses de la Cité. Chronique d'un divorce entre l'Europe progressiste et les États-Unis trumpistes, si je résume grossièrement. Arthur, question très directe à notre invité que vous posiez à l'instant. Vous décrivez un mur qui se dresse entre l'Est et l'Ouest. Avons-nous raison, nous, vieux pays, de dresser un mur contre ce que vous qualifiez d'un césarisme démocratique ? Le problème, c'est que je pense que les pays d'Europe occidentale dressent surtout un mur contre leur propre population aujourd'hui. C'est-à-dire que Trump est vu, appelons ça l'insurrection nationale conservatrice, populiste, populiste et ensuite nationale conservatrice, elle se fait sentir en Europe, en Occident plus largement, depuis une quarantaine d'années. Or, qu'est-ce qu'on voit par ailleurs avec la séquence Trump ? C'est que cette insurrection l'a emporté non plus dans un pays périphérique, n'est plus contenue dans la fonction tribunicienne dans nos démocraties. Cette insurrection l'a emporté au cœur de l'Empire, donc aux États-Unis, et c'est à ce moment qu'effectivement, les élites progressistes européennes, la nomenclatura, cherchent à construire une forme de nouveau mur de Berlin numérique pour empêcher une forme de contamination trumpienne en Europe occidentale. Alors, ce qui est important là-dedans, je crois, c'est que la méfiance est d'abord à l'endroit des peuples occidentaux. Tout le vocabulaire des 30 dernières années, pensé pour mater l'insurrection populaire. Donc, on parle de populisme, d'extrême droite, de discours haineux. Tout ce vocabulaire, tout cet appareil juridique qui s'est mis en place, cet appareil administratif, les persécutions fiscales, médiatiques et tout ça, pour mater les courants populistes européens. Donc, tout ça existait déjà, mais dans la séquence Trump, il y a une forme de crise de panique chez ces élites en disant qu'il y aura un effet de contamination accéléré, comme si on ne sera plus capable de contenir la vague. Ce qui sert paradoxalement les élites d'Europe occidentale pour l'instant, c'est la personnalité de Trump. Parce que Trump a une personnalité à ce point, probablement que c'était la personnalité nécessaire pour gagner, mais aujourd'hui, il a surpris tout le monde en consacrant la première année de son mandat à une forme de vocation impériale nouvelle des Américains. Et de ce point de vue, on est dans ce moment où les nationaux conservateurs d'Europe occidentale qui se réclament du patriotisme sont présentés par le régime en ce moment comme la 5e colonne américaine en Europe occidentale, comme hier on les présentait comme la 5e colonne moscovite. Donc là, on est à ce moment un peu étrange où le Trump fait beaucoup de mal au mouvement qui l'a porté au pouvoir, à l'insurrection populiste et
nationale-conservatrice qu'on voit en Occident, parce que Trump lui-même est en train d'abîmer ce qui leur a rendu possible. Stéphane Alors, Simon. Vous expliquez que, en gros, avant l'Amérique éclairait l'Europe, qui elle-même éclairait l'Amérique. Oui. Tout ça, c'est terminé. Et vous écrivez en conclusion, l'Amérique se prend désormais pour le dernier Occident, et face aux États-Unis, il y a, je cite, une Europe qui est devenue socialiste islamisée. Alors ici, on s'appelle le choc des idées, mais là, vous y ajoutez quand même le poids des mots aussi. Hein. Oui, alors je constate que l'Europe, qu'est-ce qui caractérise l'histoire de l'Europe depuis une trentaine d'années? La submersion migratoire, qui est le fait central. Si vous changez la population d'un pays ou d'un continent, vous changez son identité. Le simple fait de rappeler cela et de présenter cela comme une opinion transgressive et terrifiante nous en dit beaucoup sur la chape de plomb intellectuelle des dernières décennies. Par ailleurs, l'Europe, à travers des trucs comme le Green Deal notamment, mais pas seulement, à travers une social-démocratie devenue encombrante qui fabrique une société à la fois molle et agressive, a fait en sorte qu'on dit quelquefois, a sorti un peu l'Europe de l'histoire. Et on le voit aujourd'hui, d'un côté, dans cette espèce de retour des empires, et les Américains se glissent là-dedans, de l'autre côté, une Europe occidentale qui croit encore à la puissance du sermon et du droit, qui ne fonctionne plus, et c'est incarné dans cette espèce d'empire retourné contre lui-même, l'empire européiste, où c'est un empire très faible par rapport au reste du monde, mais particulièrement autoritaire contre ses peuples. Et donc, c'est un empire autoritaire contre les États qui l'ont constitué, mais qui, face au monde, donne des leçons, multiplie les sermons. Et ça, je crois que ça caractérise assez bien l'Europe d'aujourd'hui. Alors, si on en revient, parce qu'on va revenir dans le détail sur l'Europe, et notamment l'Union européenne dans quelques minutes, mais si on en revient au Trumpisme, tiens, on va donner 2 ou 3 termes, vous le dites vous-même, césarisme démocratique, pour parler du Trumpisme. Alors, César, pour ceux qui ont eu un mauvais prof, non, il n'était pas empereur, mais en tout cas, il était dictateur. Est-ce que ça fait de Trump un demi-dictateur, si c'est un césariste démocratique? Pour l'expliquer à ceux qui nous écoutent. Alors, je n'utilise pas le terme dictateur, pas du tout. C'est moi qui l'emploie. Bien sûr. Alors, je pense que dans la pensée politique américaine ces dernières années, il y avait cette hypothèse de la nécessité de ce qu'ils appelaient un nouveau César. Pourquoi? Parce que la classe dirigeante aux États-Unis, l'État profond, ils ajoutaient, la technostructure, la technobureaucratie était à ce point puissante que dans ces moments dans l'histoire, quand les institutions semblent encrasser, il est nécessaire de faire surgir une figure forte capable de restaurer la souveraineté, de restaurer le pouvoir et de restaurer aussi le pouvoir du peuple qui, quelquefois, est écrasé. Et là, on me dira, mais césarisme, c'est inquiétant. Si je peux je comprends, mais je fais le lien avec la France. On appelle ça ici le bonapartisme. Je veux dire, il arrive un moment dans l'histoire où les institutions sont sclérosées à un point tel qu'il faut les régénérer avec une espèce de moment refondateur. Ce moment-là est par définition un moment incarné. Et Trump est celui qui aurait été capable d'incarner ce moment césarien, mais ce que l'on voit, puis c'était appelé comme tel, je pense, c'est Michael Anton, qui est un des intellectuels de la mouvance nationale conservatrice aux États-Unis, qui sert aujourd'hui l'administration américaine, qui parlait de ce césarisme désiré. Ensuite, encore une fois, il ne s'agit pas de le célébrer ou de le maudire, il s'agit de constater qu'on est dans un moment de personnalisation du pouvoir, parce que pendant 30 ou 40 ans, on était dans une telle puissance de la technostructure que ça crée un besoin, quelquefois, de faire surgir une figure capable de casser l'appareil qui écrase le commun des mortels. Arthur de Vatrigan. Vous ajoutez que c'est une contre-révolution trumpienne. Mais qui dit contre-révolution, c'est-à-dire qu'on est contre une révolution. Et de quelle révolution parlez-vous? Alors, le Trumpisme s'est constitué sur le mode de la nouveau genre, la révolution woke. On ne doit pas sous-estimer à quel point en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, mais en Amérique du Nord, la fin des années 2010 et surtout 2020-2024, on était dans un moment d'hystérisation idéologique grave, dans un moment de négation du réel comme on l'a rarement vu. Je dirais que les années woke, c'était le 1793 des temps présents. Donc, une forme de terreur morale, de terreur idéologique. Je vais vous donner quelques exemples sur des questions qui nous sont familières. Hein. La théorie du genre était à ce point agressive, elle était présente dans les écoles en toutes circonstances. Les parents craignaient, c'est pas une vue de l'esprit, les parents craignaient quand on envoie leurs enfants à l'école, eh bien ils reviennent avec les espèces d'idées bizarres sur la théorie du genre qui auraient percuté, qui auraient pénétré leur cerveau en quelque sorte. De la même manière, devant l'immigration massive, la célébration enthousiaste de l'immigration massive qui est vécue par tous sur le mode de la submersion créait le besoin d'une réaction. De même sur tout ce qui s'appelle la censure des mots. Vous voyez le nombre de polémiques absurdes dans les universités. Est-ce qu'on peut prononcer le titre de tel livre? Est-ce qu'on ne devrait pas brûler? Bon, je donne un exemple canadien-anglais, celui-là. C'est en Ontario, il y a quelques années.
on a purgé une bibliothèque de tous les livres qui étaient potentiellement colonialistes, on les a brûlés, on a fait ensuite une cérémonie de réconciliation avec les Amérindiens, disait-on, croyait-on, en enterrant les cendres pour faire pousser l'arbre de la réconciliation. On était devant des rituels bizarres qui rendaient les gens fous. Et un auto-da-fé. Et oui, absolument. C'était pratiqué autrefois par d'autres gens. Or, dans les années, cette séquence-là, le commun des mortels s'est demandé est-ce qu'on peut arrêter la folie. Donc, je pense que la contre-révolution s'est fixée sur le wokisme. Ensuite, le trumpisme ne se réduit pas à ça. Si on regarde l'histoire des différentes tendances agglomérées dans le trumpisme, c'est aussi un refus, globalement, des Radical 60s. Donc, la Great Society de Johnson, qui est une société de l'ingénierie sociale. Les années 60. Oui, voilà. Et c'est aussi, à certains égards, mais avec des nuances, une critique du New Deal, mais pas complètement, parce que Trump n'est pas un libertarien. Trump croit à l'État social à sa manière. Mais une critique du New Deal sur le mode, la technostructure, l'État profond, l'État lourd, l'État administratif qui s'est construit à partir de là. On vous dirait aussi la solidarité dans ce cas-là. Alors voilà, Trump n'est pas un libertarien, je le redis, parce que lui croit, parce que d'ailleurs sa base électorale n'est pas hostile, par exemple, à certaines politiques de redistribution, à certaines politiques sociales. Et ça d'ailleurs, c'est un grand dépensier à la tête de l'État. Faut pas se tromper avec ça. Mais c'est une volonté, d'une certaine manière, de déconstruire plusieurs pans du 20e siècle, en conservant d'autres, évidemment. Mais donc la notion de contre-révolution va au-delà de la séquence woke. Alors, vous parlez d'un moment trumpien. Si on en juge les médias mainstream français, on entend dire que ce moment trumpien pourrait s'arrêter assez rapidement, d'ailleurs, puisque on va vers les élections de midterms. Et puis, si cette fois-ci le président Trump est désavoué, eh bien, il va se retrouver relativement impuissant. Alors, d'un seul coup, ce moment trumpien ferait pchit. Je suis pas certain, parce que dans les faits, on se retrouvera dans une crise au sommet du pouvoir, en quelque sorte. C'est-à-dire la présidence qui sera trumpienne, le Congrès qui serait recomposé, le choc avec la Cour suprême. N'oublions pas que, et je reviens sur ce que j'ai dit juste un instant, Trump a surpris depuis un an en mettant l'accent de sa politique sur la politique étrangère. Une politique étrangère qui n'est pas... moi, j'ai jamais cru que Trump est un isolationniste. Le America First de Trump n'est pas un isolationnisme. C'est un anti-globalisme, c'est une anti-gouvernance globale, c'est une forme de nationalisme impérial. Mais à partir du moment où il ne s'est pas contenté de vouloir réaffirmer l'ambition impériale classique des Américains, mais il a une volonté explicite d'assujettir et d'humilier ses alliés. Ça, c'est la séquence du Groenland. On pourrait ajouter le rapport avec le Canada, mais bon, laissons le Canada de côté. La volonté d'assujettir, de s'emparer du Groenland, je pense que ça crée un traumatisme chez les Européens, parce qu'on se retrouve devant une forme de nationalisme impérial de conquête où il s'agit de planter son drapeau sur le territoire d'un autre. Et pour cela, une bonne partie des Américains qui étaient prêts à aller assez loin dans une politique forte de réaffirmation nationale à l'intérieur, de déconstruction du progressisme culturel, de lutte contre l'immigration massive, tout ça, le trumpisme s'est abîmé assez rapidement dans cette politique, on pourrait dire en fait impériale, classique, style 19e siècle, et les Américains ne le suivent pas là-dessus. Ouais. Donc il se pourrait que la politique étrangère à terme fasse avorter la politique intérieure. Alors justement, tiens, quel signe de faiblesse les Européens ont donné pour que le trumpisme finisse par avoir envie de lui voler des territoires? On va en parler dans un instant avec Mathieu Bock-Côté. Je le rappelle, notre invité dans le Choc des idées, auteur des 2 Occidents publiés aux presses de la Cité. Pourquoi l'Union européenne est à ce point détestée par Donald Trump? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. De retour sur Sud Radio dans votre nouvelle émission de 11h à midi, le choc des idées sur Sud Radio, en compagnie d'Arthur de Vatrigan et de Stéphane Simon. On reçoit notre invité Mathieu Bock-Côté, auteur des 2 Occidents. C'est publié aux presses de la Cité. Ce divorce, en quelque sorte, entre l'Europe progressiste et les États-Unis trumpistes. D'où vient-il et pourquoi justement, l'Union européenne en général d'ailleurs évoque un tel sentiment de dégoût auprès non seulement de Donald Trump mais même du trumpisme? Mathieu Bock-Côté. Permettez-moi d'ajouter une bonne partie de la population européenne elle-même. Alors, je pense que c'est à ce moment, je disais, Trump est peut-être en train de faire avorter, on verra, une contestation plus forte du régime globaliste, du régime diversitaire, du régime mondialiste qui s'est établi depuis une trentaine d'années. Mais les Européens eux-mêmes ne sont pas particulièrement enthousiastes devant la gouvernance douce, souriante et démocratique de Mme von der Leyen, par exemple. Le commun des mortels en Europe se demande pourquoi Mme von der Leyen est dans une position impériale au sein de l'organisation politique à laquelle ils appartiennent. Premier élément. Ensuite, chez Trump, j'y reviens, vous avez posé la question pour les Américains.
En fait, l'Union européenne se présente un peu, non pas comme le laboratoire d'une puissance européenne nouvelle, mais c'est présenté depuis le début des années 90 comme le laboratoire mondialiste. Donc, c'est le lieu de la dissolution du politique, le lieu de la régulation de la société exclusivement par le droit, le commerce, et ainsi de suite. C'est le lieu aussi, il ne faut pas se tromper, les Américains regardent les Européens et se disent qu'ils se sont construits un petit paradis social-démocrate tranquille, mais sous protection américaine. Et beaucoup d'Américains se disent aujourd'hui, ils n'ont pas investi dans l'armement, ils n'ont pas investi dans leur défense, ils ont tout investi dans leur modèle social. Mais à un moment donné, défendez-vous, les gars, on n'a pas à financer la social-démocratie à partir de l'argent américain. Ajouter un élément à ça, l'Europe s'est elle-même paralysée parce qu'elle est devenue laboratoire de différentes utopies nouvelles. L'utopie aujourd'hui diversitaire, elle est portée par la Commission européenne. Le fameux Green Deal dont on a tant parlé, qui est une espèce de logique de paralysie programmée de l'économie européenne, c'est aussi de ce point de vue une forme de socialisme nouveau qui a pris forme en Europe. Et vous me direz que ces idées étaient très présentes aux États-Unis aussi, je serais d'accord. Mais je ferai une nuance, c'est qu'aux États-Unis, il y a toujours eu une forme de réaction vive du système immunitaire américain contre le progressisme obligatoire. Alors qu'il pouvait prendre forme politiquement. Alors qu'en Europe, il a été contenu, on l'a souvent dit, dans les marges politiques extrême droitisées. Stéphane Simon. Ouais, on sent bien que la question de l'immigration, elle est centrale dans la pensée de Trump et c'est un des reproches qu'il fait à l'Union européenne. Et alors, c'est d'autant plus curieux, vous parlez du régime diversitaire, mais est-ce que l'Amérique n'est pas justement le pays du melting pot ? C'est l'inventeur du melting pot. Et curieusement, c'est au moment où l'Union européenne devient diversité que on sent que ça hérite terriblement. Alors je dirais, c'est à mesure que finalement la société européenne se communautarise sur un modèle anglo-saxon que ça met, je dirais, les chatouilles et les poils au président Trump. Alors, Donald Trump n'est pas l'héritier de l'Amérique diversitaire. C'est-à-dire, ce que vous appelez le melting pot aux États-Unis, c'est ce qu'on appelait pendant longtemps en France l'assimilation. C'est-à-dire, il y a un basculement aux États-Unis qui s'opère en quelque temps. L'Amérique se fonde non pas à la manière d'une promesse universelle d'une nation idée, comme on dit quelquefois. L'Amérique, c'est une nation anglo-saxonne, protestante. Donc ça, c'est son cœur identitaire. On pourrait dire que dans la première moitié du 20e siècle, fin 19e, mais surtout première moitié du 20e, l'identité américaine change avec ceux qu'on appelle les white ethnics. Donc, globalement, les Irlandais, les Italiens, donc ce qui ne viennent pas du socle anglo-saxon. Il y a une transformation. L'Amérique devient une forme de nation européenne, entre guillemets. Avec des catholiques, d'ailleurs, ce qui est nouveau à l'époque. Oui, bien sûr, ce qui fait scandale pour plusieurs. Et il y a un moment d'assimilation qui fonctionne bien. Quand même, faut pas se tromper. Au milieu des années 60, il y a un moment de bascule. On change la politique d'immigration. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a un moment de moratoire sur l'immigration des années 20 aux années 60 qui est très net aux États-Unis pour permettre l'assimilation des populations nouvelles. Dans les années 60, il y a un changement véritablement des politiques d'immigration. Mais comme toujours, les politiques disent que ça va des changements à la marge. Ça va rien changer fondamentalement à la composition, je dis ethnique parce qu'aux États-Unis, ce mot veut dire quelque chose. Ça ne va rien changer à la composition ethnique du pays ou démographique ou culturelle ou identitaire, ne vous inquiétez pas. Dans les années 80 et surtout 90, dans les années 90 et plus encore 2000, l'Amérique se découvre beaucoup plus transformée sur le plan démographique qu'elle ne le croyait. On assiste alors à un changement dans le discours sur l'identité américaine. Par exemple, sur le plan historique, on ne présente plus les États-Unis comme une nation d'ascendance européenne issue de la civilisation occidentale. On présente alors l'Amérique comme un pays au croisement de plusieurs civilisations et de plusieurs peuples aux États-Unis. Il va avoir, donc ça va être la version multiculturaliste de l'identité américaine. Et la droite américaine, elle, va se replier sur une position style printemps républicain. Donc globalement, qu'est-ce que l'Amérique? C'est une nation universaliste, c'est une nation idée, mais sans contenu culturel spécifique. Il y a une partie de l'Amérique, donc ça va être le débat identitaire américain pendant longtemps. Trump, lui, fait partie de cette part de l'Amérique qui n'a jamais accepté la révolution démographique des années 60, pas par racisme, mais simplement parce qu'il est attaché à une identité plus substantielle, plus civilisationnelle. Et Trump, de ce point de vue, représente politiquement ceux qui n'ont jamais, applaudi la révolution démographique des années 60, non plus que la révolution multiculturaliste des années 90. Donc, de ce point de vue, Trump on pourrait dire, s'inquiète de ce que devient l'Europe, parce qu'il s'inquiète aussi de ce qui est devenu l'Amérique. Ça, je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit. Arthur de Vatrigan. Et de ce que vous dites de l'Europe, c'est que c'est devenu un espèce de camp retranché, un mur. Oui. Un mur pas pour empêcher donc Trump de venir, mais pour empêcher les autres de sortir. Oui. Et en haut de ce mur, avec la bannière du bien avec un grand B, il y a l'extrême centre. Donc j'ai deux questions, c'est qui est l'extrême centre? Quels sont ses visages, ses idées, ses partis? Et comment se déroule le cadenassage ou la soviétisation en Europe?
Alors, pour l'extrême centre, on va dire c'est les forces convergentes du monde d'hier qui se sont rassemblées, donc les anciens centre-gauche et centre-droit, sociaux-libéraux et libéraux-sociaux, qui convergent devant les forces émergentes associées aux extrêmes, que sont les populistes, les nationaux-conservateurs, et ainsi de suite. Donc, c'est la techno-bureaucratie qui se constitue politiquement pour mater les insurgés qui contestent l'ordre post-1989, l'ordre diversitaire et mondialiste. Donc, les élites associées à ce régime se constituent politiquement pour mater les insurgés. Comment y parviennent-ils? En assimilant justement des forces populistes, entre guillemets, à des forces antidémocratiques. Comment y parvient-on? En assimilant la démocratie non plus à la souveraineté populaire, à la diversité des discours qui se confondent dans l'espace public, mais à l'état de droit, entre guillemets, qui n'est plus l'état de droit tel qu'on le comprenait traditionnellement, la défense des libertés publiques, mais une forme de complexe juridico-administratif de ces élites qui confisquent le pouvoir pour elles-mêmes et qui cherchent aujourd'hui, vous me demandez comment? Eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Quand une élection se passe mal, on le voit en Roumanie, on décide tout simplement d'annuler l'élection. Quand un parti risque de progresser au point de gagner, on le voit en Allemagne, volonté d'interdire étape par étape l'AfD. Il ne s'agit pas d'avoir de la tendresse pour l'AfD ici. Il s'agit simplement de noter que normalement, en démocratie, on essaie de battre les partis aux élections plutôt que de les interdire étape par étape avec un système de discrimination politique lourd en Allemagne qu'on voit en ce moment. La multiplication des lois sur les discours haineux ont pour fonction de pénaliser l'opposition dans l'espace public. De la même manière, on pourrait dire que l'immigration massive contribue à cela en mettant en minorité progressivement les peuples historiques européens. Je crois que c'est à Davos, si je ne me trompe pas, qu'on a entendu comme discours l'idée que le populisme, entre guillemets, c'est l'expression des vieux Européens qui n'acceptent pas le changement du monde. Donc, il y a tous ces éléments et on est devant un régime qui cherche à resserrer la participation à l'espace public. On parlait plutôt de la question des réseaux sociaux. Il y a une peur terrible dans l'extrême centre. C'est pourquoi on a perdu? Parce qu'on a perdu le contrôle du récit médiatique légitime. Pourquoi l'a-t-on perdu? Parce que sont apparus des lieux où peuvent se former l'opinion à l'extérieur des critères autorisés de la pensée officielle style Pravda. Dès lors, on veut mater ces gens-là en resserrant l'espace public. Donc, prenez tous ces éléments-là ensemble. À dissolution aussi des associations militantes trop identitaires. On se permet la dissolution sur des bases idéologiques, interdiction de colloques, interdiction d'événements. Donc, un tournant autoritaire de l'extrême centre au nom, paradoxalement, de la défense de la démocratie libérale. Certains y verront un paradoxe si je vois une fraude. Et à l'inverse, pour rester sur l'Europe, on a parlé justement de l'extrême centre. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de Donald Trump ou du Trumpisme en Europe? Alors, du Trumpisme plus que de Donald Trump, ce sont les mouvements nationaux conservateurs. Globalement, tous les mouvements qui se sont constitués à partir du début des années 90, disons, à tout le moins qui ont commencé à émerger dans ce contexte, participent à la même dynamique occidentale. Donc, globalement, plaidoyer pour la restauration de la souveraineté populaire, plaidoyer pour la nation plutôt que pour la mondialisation. Pour les frontières. Pour les frontières, pour l'identité plutôt que pour le multiculturalisme, pour en finir avec l'immigration massive, défense de la liberté d'expression. Donc, d'un pays à l'autre, vous allez... ça, c'était par exemple le Front National, et le Front National est nettement antérieur au Trumpisme. Absolument. Ça avait commencé en Europe avant l'Amérique. Je ne vais pas dire le contraire. Je pense que dans le livre, je rappelle par exemple comment, dès le début des années 80, l'insurrection, appelons ça, contre l'immigration massive prend forme. Mais le tournant se prend à l'échelle européenne au début des années 90, c'est-à-dire que là, on quitte le domaine appelons ça des oppositions politiques classiques nationales. Il y a une mutation à la grandeur de l'Europe. Les mouvements nationaux, à l'époque nationaux populistes, maintenant nationaux conservateurs émergent. Or, comment le régime va les traiter? Et ça, c'est fondamental. Le régime ne les verra pas comme des oppositions propres, générées, en fait, par le régime mondialiste, et tout régime génère son opposition. Ce sera traité comme une résurgence, en fait, du fascisme hier vaincu qui apparaîtrait sous un nouveau visage. Ce qui fait en sorte, on va, à l'université, dans les études spécialisées sur ce qu'ils appellent l'extrême droite, ils parlaient toujours de nouvelle extrême droite. En nous expliquant que c'était pas l'extrême droite d'hier, mais c'était l'extrême droite néanmoins. Pourquoi? Parce que ce terme extrême droite permettait de stigmatiser très librement les forces d'opposition. Alors, qu'est-ce qui fait que cette contre-révolution trumpiste, pour l'instant, ne prend pas en Europe? On va en parler avec vous dans un instant, Mathieu Bock-Côté. Restez avec nous, je le rappelle, vous êtes l'auteur des 2 Occidents, c'est publié aux Presses de la Cité. On est toujours dans le choc des idées en compagnie d'Arthur de Vatrigan, de Stéphane Simon et de vous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. De retour sur Sud Radio dans votre nouvelle émission jusqu'à midi, le choc des idées en compagnie d'Arthur de Vatrigan et de Stéphane Simon. Nous sommes avec notre invité Mathieu Bock-Côté qui publie Les Deux Occidents, c'est aux presses de la Cité. Nous parlions justement de ce divorce qui s'aggravait d'ailleurs, si j'ose dire, entre l'Europe progressiste et les États-Unis trumpistes. Est-ce que c'est un divorce sans retour en quelque sorte? Tiens, Arthur de Vatrigan. J'ai une question, il y a le Groenland, mais il n'y a pas que le Groenland. On rentre dans une menace. On se menace, on s'invective. Est-ce que l'Amérique est devenue un adversaire ou est-ce que pire, c'est devenu un ennemi? Alors, je dirais pas le mot ennemi parce qu'il me semble les liens tissés par l'histoire veulent quand même dire quelque chose. Je pense qu'à la rigueur, je dirais que Trump comme personnage a une passion triste de la vassalisation de ses amis. Manifestement, c'est la logique impériale dans ce qu'elle a de plus désolant. Donc, Trump, comme personnage, il y a une forme d'attachement, on le sait, pour l'Europe civilisation, mais il considère que tous les pays devraient accepter une forme de souveraineté impériale américaine. Bon. Une fois que c'est dit, je pense qu'il y a quelque chose comme un lien civilisationnel profond qui nous unit. Est-ce qu'il va durer? Je pense que... Sur ce plan-là, en fait, tout dépend de ce qui se passera en Europe aussi. Est-ce que l'Europe va connaître son propre moment national conservateur? Est-ce qu'on va assister, en fait, à la chute en Europe du nouveau mur de Berlin, la chute en Europe de l'empire d'extrême centre qui s'est constitué depuis une trentaine d'années quand même? Est-ce que la France va connaître, pas seulement que la France, l'Europe occidentale plus largement, va connaître son moment national conservateur? Si oui, on pourrait dire qu'il y aura une forme de langage commun des deux côtés de l'Atlantique, à partir d'intérêts quelquefois s'opposants. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de vivre la chute de la civilisation occidentale? Moi, je voudrais rappeler quand même, et ça, évidemment, nos auditeurs n'étaient pas nés à l'époque, mais l'Empire romain, il s'est d'abord effondré en se scindant en deux. Il y a eu l'Empire romain d'Occident, la chute de Rome, et l'Empire romain d'Orient a duré 1000 ans de plus. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre tout simplement, c'est ce que vous racontez, c'est la fin d'une civilisation qui se fend par son milieu? Oui, il est tout à fait possible que ce soit le cas. Soyons honnêtes, c'est-à-dire, je pense que nous sommes tous obsédés par la chute de Rome. Nous sommes tous obsédés parce que ça demeure la matrice historique de la chute de ce qui ne devrait pas chuter. Donc, je termine le livre globalement, qui pas sur une note particulièrement optimiste. C'est-à-dire, je dis à la fin, globalement, la submersion démographique de l'Europe, lorsqu'elle quelque part vers la fin du siècle, les peuples historiques européens seront mis en minorité chez eux. Et dès lors, d'ailleurs, nos désaccords civilisés entre libéraux, conservateurs, républicains, socialistes et tout ça vont s'effondrer devant la réalité nouvelle de la mise en minorité démographique. Ça, je pense que c'est la chose première. Ensuite, il y a une forme d'épuisement, je pense, de nos civilisations. On le voit. La matrice qui était la nôtre semble épuisée. Et donc, vous avez tout à fait raison. Il est tout à fait possible que nous soyons les contemporains de la fin. Mais puisqu'on est encore vivant et qu'on ne peut s'y résoudre et qu'on ne vivra pas, on n'ira pas dans notre cabane nous cacher pour attendre la fin des temps, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour que tout ne s'effondre pas. C'est rassurant tout ça. Arthur de Vatrigan. Justement, avant de disparaître et si on résistait un peu, il y a une poussée populiste partout. En Europe, aux États-Unis. Elle s'est transformée politiquement aux États-Unis, elle se transforme en Italie, elle se transforme dans d'autres pays. Et en France, on sent une résistance. Comment expliquer de cette impossibilité de déboucher politique d'une vague populiste, et je dis populiste sans notion péjorative? Alors, je pense qu'en France, c'est ici que la mystique antifasciste a été entretenue de la manière la plus radicale et artificielle tout à la fois. C'est-à-dire que globalement, je veux dire, vous ramenez le général de Gaulle ici aujourd'hui, il serait classé à l'extrême droite de Reconquête, il ne serait pas invité sur les services publics. Donc, premier élément. Ensuite, je pense qu'il y a une forme de passion, c'est le côté 1793, une partie de la gauche, qui traite l'adversaire comme un ennemi. Il y a aussi, je crois, c'est la tradition jacobine au-delà même de 93, il y a une forme de passion de l'idéologie qui fait en sorte qu'on maintient le modèle à tout prix devant une population qui manifestement n'en peut plus. Et c'est ce qui fait que dans le livre, avec une subtilité désarmante, je compare l'élite européiste aujourd'hui de l'élite de la RDA. Avec l'élite de la RDA. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un petit côté Éric Honecker. Avec les lunettes? Ah oui, non, mais c'est une esthétique. Hein. Donc, il y a un petit côté Éric Honecker chez une partie de dernier patron de la RDA, chez une partie de l'élite de l'extrême centre français, de
l'extrême centre européen plus largement, Oui. qui se disait, au moment de la chute du mur de Berlin, quelques mois avant, s'il doit tenir encore un siècle, il tiendra. Mais il avait compris quelque chose, le bonhomme. La moindre brèche dans le mur risquait de le faire tomber. Et de ce point de vue, je pense que nos progressistes au pouvoir se disent, la moindre brèche permettra aux populistes de l'emporter. Ouais, bah tiens, puisque vous parlez de l'Empire romain, parlons de Rome aussi. Celle qui est la plus proche, en tout cas qu'il clame, de Donald Trump en Europe, c'est Giorgia Meloni qui est au pouvoir en Italie avec ses alliés. Il n'y a pas beaucoup de points entre Giorgia Meloni, sa politique, ce qu'elle fait au pouvoir, quoi qu'on en pense, et Donald Trump. C'est-à-dire... En quoi Giorgia Meloni ressemble au Trumpisme? D'accord. Alors, je pense, premièrement, il ne ressemble pas autant qu'on le dit. Il y a une convergence programmatique relative, mais Meloni est à la tête d'une coalition qui est acceptée par les institutions européennes, italiennes, pardonnez-moi. C'est-à-dire, elle est à la tête d'un gouvernement qui s'inscrit dans une forme de réformisme conservateur, qui n'a pas la dimension insurrectionnelle du Trumpisme. La dimension insurrectionnelle du Trumpisme le caractérise presque davantage que son contenu programmatique. Le Trumpisme est une révolte. Donc, de ce point de vue, et là, il a connu une mutation. De 2016 à 2020, c'est son moment national populiste. Aujourd'hui, c'est son moment national conservateur. Mais ensuite, il y a une dimension géographique qui n'est pas la même. Vous savez, quand vous êtes l'Empire de votre temps et que vous êtes 2000 ans plus tard les récits de l'Empire romain, vous n'avez pas le même rapport au monde. L'Italie est un pays qui risque l'extinction démographique d'ici la fin du siècle, qui est hanté par ce sentiment, mais qui est par ailleurs au cœur de la part la plus vivante, la plus charnelle et la plus spirituelle de notre civilisation. Donc, je pense que la situation géographique des uns et des autres conditionnent bien différemment la doctrine. Mais je pense que le point central, c'est l'esprit insurrectionnel. On peut revenir à la question de l'immigration qui est centrale dans votre livre aussi et dans la fracture entre ces deux Occidents. On a quand même l'impression que cette question de l'immigration, ça fait 40 ans qu'elle est ignorée par la classe dirigeante, la classe, celle que vous appelez diversitaire. Et on est frappé parce que on se dit que quand même, techniquement, il y avait moyen de gérer le flux migratoire de façon dépassionnée, sans idéologie. On se souvient qu'un homme qui s'appelait Michel Rocard en 1989 disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais on doit en prendre fidèlement notre part. Voilà. Enfin, sauf que depuis Michel Rocard, la part s'est accrue au lieu d'être un peu plus serrée. Et donc on se demande, mais à votre avis, qu'est-ce qui explique cet entêtement vis-à-vis à ne pas gérer la question migratoire de cette élite européenne? Alors c'est la mutation de l'imaginaire antifasciste qui fait en sorte que globalement, on en est venu à voir une opposition dans l'opposition à l'immigration massive, la résurgence du fascisme, de l'hitlérisme et d'une forme de nationalisme d'extermination. Donc ça, je pense que fondamentalement, c'est ça. Et par ailleurs, dès lors que vous ne croyez plus au peuple, dès lors que les peuples, pour vous, n'ont plus d'existence significative, on est passé de la diversité des peuples à l'interchangeabilité des populations. Ça, c'est l'anthropologie propre au mondialisme et ça s'est traduit par des choix politiques à répétition qui contre la volonté des peuples qui existent quand même. Arthur de Vatrigan. Il y a un lien, je voudrais reprendre avec la question, votre lien, cher Jean-Marie, avec Giorgia Meloni, qui en effet prend le lead aujourd'hui en Europe, est apprécié de Donald Trump, en tout cas n'est pas humilié comme notre président l'est, et la fin de votre livre, votre conclusion est sur la religion, en disant ce qui sépare fondamentalement l'Europe des autres pays du monde et de l'Amérique, c'est la religion, c'est le vide métaphysique. Or, quel est le point commun entre l'Amérique, l'Italie, la Hongrie? C'est l'importance de la religion et de la foi. Donc la question, c'est est-ce que les pays sans foi vont-ils s'effondrer et disparaître plus vite que les autres? Le fait est qu'un pays sans verticalité est un pays aplati, si vous me permettez l'image qui va de soi. Je pense que dans le grand vide spirituel qui est le nôtre aujourd'hui, qui est un vide métaphysique, qui est un vide existentiel, il y a des conséquences politiques, pratiques, nombreuses à être dans le fantasme de l'humanité auto-engendrée. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et de ce point de vue, l'occidental moyen qui ne comprend tout simplement plus la foi d'une manière ou de l'autre, qui ne comprend plus la religion autrement qu'à la manière d'une survivance archaïque, est bien mal équipé mentalement pour comprendre le monde dans lequel on vit. Je voudrais terminer cet entretien par une question qui n'a rien à voir, mais qui est intéressante quand même, je crois. Ce livre, Mathieu Bock-Côté, vous le dédicacez à votre père. Bien sûr. Voilà. Serge Côté, qui était professeur d'histoire spécialisé dans l'histoire du Québec et de la civilisation occidentale. Je me suis un petit peu renseigné, mais je voudrais savoir ce qui vous a fabriqué, en gros. Le grand écrivain et poète Rilke disait que l'enfance est un destin. Et vous, qu'est-ce qu'elle dit, votre enfance? Mon Dieu, mon père est un homme tout à fait absolument remarquable, un grand professeur d'histoire. À la maison était une immense bibliothèque. Donc mon père, avec
avait comme souci et passion de nous faire lire, et il a réussi. Mon père est un nationaliste québécois, ce qui est un mot qui n'est pas un gros mot chez moi. Un indépendantiste ardent, je le suis aussi. Mon père était une vocation intellectuelle, j'ai voulu faire comme mon père. Donc de ce point de vue, je me veux l'héritier de mon paternel, et tous mes livres, du premier au plus récent, je les ai tous dédiés à mon père, qui demeure pour moi non seulement boussole intellectuelle, mais boussole existentielle. Dernière question binaire, qui a le plus à craindre de l'impérialisme de Donald Trump aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle existe ou alors le Canada tel qu'il existe juste à côté? Je crois que l'Europe est étrangère, parce que le Canada, je ne crois pas à l'invasion un instant du Canada. Le Canada pourrait par ailleurs se démanteler de lui-même, mais c'est autre chose, ça vous parlez de l'autre C'est question. l'un de vos vieux projets. Oui. Ah bah oui, c'est un projet tout à fait constant, c'est l'indépendance du Québec, et ça, je pense par ailleurs que mais ça, mon Dieu, on bascule dans un tout autre sujet. Il y aura une élection québécoise en octobre, les indépendantistes ont de très bonnes chances de l'emporter, donc ils feront normalement un référendum dans les 2 années qui suivront, et à ce moment-là, le Québec sera en position de devenir indépendant, nous demanderons la reconnaissance de la France, et nous verrons si nous aurons la reconnaissance des Américains. Eh bien, on verra ça, en tout cas, qui vivra verra. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté, d'être venu en tant que premier invité de cette émission, Le Choc des idées. Je rappelle votre ouvrage, faites-vous votre opinion sur Sud Radio, que vous soyez d'accord ou non, parlons vrai, débattons ensemble. Les deux Occidents, c'est publié aux Presses de la Cité. On revient la semaine prochaine ? On revient la semaine prochaine, mon cher Stéphane Simon. Merci à vous. Avec Harold Cobert. Exactement, avec Harold Cobert, notre invité qui parlera de l'école libre ou de l'école privée, justement. Est-ce que les bonnes vieilles méthodes marchent mieux que celles de l'école publique? On sera aussi avec Arthur de Vatrigan. Merci à vous d'être venu. Merci à vous. D'ici là, vous pouvez toujours lire le magazine L'Incorrect qui se trouve dans vos kiosques, je rappelle, puisque vous en êtes le directeur, Arthur. Restez avec nous sur Sud Radio. Belle journée, beau dimanche à vous. Juste après les informations de midi, vous retrouvez Laurent Permas, justement, pour La vie devant nous.